Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons donc reprendre ce que j'avais un petit peu, largement même arpenté, mais plutôt dans l'hier que dans l'aujourd'hui, l'aujourd'hui étant toujours un peu large, bien entendu. Donc ce que j'ai imaginé dans un premier temps, c'est une petite séquence d'images à la queue leu qui va reparcourir les éléments, je dirais, qui étaient sur le tiers dernier de la conférence. Et je ne vais pas m'y attarder pour arriver ensuite sur des choses qui sont plus dans les années... Alors ça fait toujours quand même, quand on dit aujourd'hui de l'art contemporain, que l'art contemporain est toujours contemporain de son époque. Donc ça veut dire que l'art contemporain date de l'Antiquité. Vous voyez que c'est large. Ce florilège, on va dire. J'ai commencé par Roscoe, parce que d'abord, il est à l'actualité de la Fondation Louis Vuitton, et que si jamais vous êtes sur Paris, c'est une exposition à voir, tellement elle est intéressante. Donc là, on est avec un artiste qui fait partie d'un champ qu'on appelle le color field, qui appartient aussi à l'abstrait expressionniste américain, dont la figure de proue est irrésistiblement Jackson Pollock, que vous connaissez bien entendu, avec ce travail d'entrelacs de lignes picturales qui sont produites par le fait soit du pinceau au-dessus de la toile posée au sol dans une espèce de chorégraphie, ou bien d'un pot percé. Et dans cette qualité de l'abstrait expressionnisme américain, il faut citer évidemment Joan Mitchell, qui était elle aussi l'hôtesse de la Fondation Louis Vuitton dans un parallèle avec Claude Monet il y a quelque temps. Magnifique artiste qui a vécu chez nous en France à côté de la Normandie, mais quand même en Île-de-France. C'était à Véteuil. Très, très grande, immense artiste, passionnante. Une œuvre de 56, morte en 92. Ça, c'est pour faire le contrepoint, évidemment, le pop art. J'avais dû préciser la dernière fois, parce que c'est des choses sur lesquelles j'insiste volontiers, que le pop art est né en Angleterre, à preuve d'ailleurs ici ce collage de Richard Hamilton, qui a servi d'affiche et de visuel, comme on dit, pour le catalogue d'une exposition en 1957 à la Whitechapel, à Londres, qui s'appelait This is Tomorrow. Et le This is Tomorrow, vous le voyez là-dedans, on est en 56, c'est une image évidemment qui est particulièrement prospective. Et dans ce contexte, évidemment, je vous avais parlé d'Andy Warhol, qui se saisit des emblèmes, je dirais, de la civilisation américaine à travers le American Way of Life, comme la boîte de soupe Campbell, la bouteille de Coca-Cola, et je dirais, sur le même plan, la figure de Marilyn Monroe. Alors bien sûr, je pourrais vous citer Liechtenstein et bien d'autres, mais ce n'est pas le lieu, là, c'est un florilège de ces instants qui ont constitué des stances très importantes dans l'histoire de l'art contemporain de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, en contrepoint encore, si je puis dire, on a évidemment le groupe du nouveau réalisme avec cette affiche, affiche manuscrite, qui a été signée par un certain nombre d'artistes qui étaient présents ce jour-là, puisqu'on peut observer rapidement que César n'est pas dans l'eau, alors qu'évidemment, il est une des figures de ce mouvement qu'avait fédéré la figure majeure, et tout d'un coup, un petit blanc, mais ça y est, Pierre Restany, il est revenu, Pierre Restany, qui a fédéré ces artistes en 1960, le 27 octobre, dans l'appartement d'Yves Klein, sous ce label de nouveaux réalistes, prenant conscience de leur singularité collective. Bonjour l'oxymore, nouveau réalisme égale nouvelle approche perceptive du réel, puisqu'il s'agissait d'aller dans le réel, emprunter au réel le matériau qui allait servir à constituer une œuvre, tel que le regretté Jacques Villeglé, qui nous a quittés il y a 1 an et demi, un peu plus maintenant, tel que César et ses compressions, mais il y a beaucoup d'autres propositions chez César, évidemment, comme c'est le cas des inclusions de Armand. Ici, vous voyez des pièces qui sont de ces années 60. Et puis le monochrome bleu, comment Yves Klein, en quelque sorte, s'est emparé de cette couleur
IKB, International Klein Blue, marque déposée. Dans le même temps, car ce que j'avais énoncé la fois dernière, c'était mettre en exergue l'effervescence terriblement puissante de ces années 60-70, dans d'ailleurs une espèce de balancement avec ce qui s'était passé, que je vous avais montré, dans les années 10-20, avec le fauvisme, l'expressionnisme, le cubisme, le dadaïsme, etc. Donc, le mouvement Fluxus, subversif d'une certaine manière, ici la figure de John Cage, capitale, je ne reviens pas sur l'histoire de ce mouvement, mais on le voit bien, il joue sur un petit piano d'enfant, un petit clavecin d'enfant, ou bien encore la figure monumentale de Joseph Beuys, qui a vraiment été une figure tutélaire dans la fin des années 80, dans la fin des années du XXe siècle, auprès de beaucoup de jeunes artistes. Donc tout ça, c'est évidemment des propositions et des artistes qui ont joué d'influence sur ce qui s'est passé par la suite. Ici, une performance faite à New York, où il s'était complètement enfermé dans une couverture de feutre, depuis Düsseldorf jusqu'à la galerie, pas à New York, pardon, aussi à New York, oui, chez René Bloin, et il s'est fait enfermer pendant 3 jours avec un coyote, animal réputé pour n'être pas très sociable, et petit à petit il l'a amadoué et finalement ils ont vécu ensemble, je dirais presque en parfaite communauté, façon de rappeler que nous sommes nous aussi des animaux. Contrepoint, vous voyez, ça va de contrepoint en contrepoint en quelque sorte, mais ça c'est le bonheur, si je puis dire, de l'invention des artistes. Ici, une séquence qui était consacrée à l'art minimal, avec la première expo un peu, disons, culte de cette histoire, celle de Robert Morris, où dans la galerie Green Gallery de New York, il installe des éléments qui ne sont pas faits par lui, qu'il délègue, il en délègue la fabrication, et ces éléments, on peut les disposer dans l'espace au gré de nos ressentis, une façon de mettre en rapport le spectateur avec le lieu et avec l'œuvre. Une autre manière, c'était celle de Carl André, qui mettait à plat la sculpture, sur laquelle il recommande que l'on marche pieds nus pour en sentir la qualité matérielle, la température, etc. Donc, vous voyez, c'est de l'ordre de la phénoménologie de la perception, comme on dit quand on utilise des mots un peu moins courants. Ou bien encore, chez Richard Serra, ce jeu d'équilibre avec lequel il n'a cessé de multiplier les propositions, comme ici à la fameuse manifestation quinquennale qui s'appelle la Documenta de Cassel. Contrepoint et en même temps croisement, pourrait-on dire, avec l'art conceptuel. Alors évidemment, tout art est conceptuel quand on y réfléchit bien, hein. Mais bon, disons que là, on est avec des artistes qui, dans ce milieu des années 60, adossés à la problématique de la tautologie, donc les choses telles qu'elles sont, si je puis dire, eh bien, ont créé des propositions, comme ici Joseph Kossuth, l'une des 2 grandes figures, avec cette façon de nous parler de cet objet que l'on nomme chaise, dans le dictionnaire, dans la réalité, et même dans la reproduction photographique de la réalité. Et Laurence Weiner, qui a installé sur ce mur de terrassement du Jardin des Tuileries cette proposition, puisque Laurence Weiner ne produit que des statements, comme il dit, c'est donc des propositions qu'on peut réaliser ou ne jamais réaliser, placées sur un point fixe, pris depuis un point fixe. Donc ça peut rester comme ça, une formule qui reste à l'état d'énoncé, mais c'est une œuvre. Finalement, hein, je pense donc je suis d'un certain philosophe, c'est aussi un énoncé. En Italie, on avait vu le mouvement qui s'appelle l'Arte Povera, lui aussi fédéré par un grand commissaire d'exposition et théoricien qui s'appelle Germano Celant, et qui avait observé que sur cette
terre italienne, un certain nombre d'artistes avançaient des propositions qui pouvaient se placer sous une sorte de label dont je cherche là tout d'un coup un petit trou de mémoire, j'ai fait ça je ne sais pas si je l'ai sous les yeux, non pas tout de suite, mais ça va me revenir. Mais il voulait mettre en exergue que finalement la question d'illustration n'avait pas beaucoup de puissance, de sens, et que valait mieux être confronté directement à la matérialité rudimentaire. Donc c'est vraiment une esthétique du rudimentaire. Comme ici avec Mario Merz, figure majeure, ou bien encore Michelangelo Pistoletto, qui avec une certaine effronterie, peut-être, mais pas nécessairement à penser comme ça, retourne cette figure d'antique, la Vénus au bain, sur une masse de tissu coloré. Vous voyez comment il joue de contrepoint. Ou bien encore, Yanis Kounelis, qui, dans la galerie Latico, en janvier 69 à Rome, va exposer 12 chevaux vivants. Kounelis jouant sur des mesures que l'art contemporain n'a pas toujours vraiment mis en exergue, et évidemment l'olfactif particulièrement. On trouve sur la scène viennoise une génération d'artistes dans cette période des années 60-70 qui vont constituer le groupe des actionnistes viennois. On est dans une relation à la pratique artistique qui passe par la performance et donc qui nous est donnée à voir soit dans le direct de l'action, soit évidemment dans le substitut, le relais de la photographie, voire d'autres modes d'expression comme par exemple la vidéo. Donc ici, vous avez Günter Brüss qui va développer toute une action depuis son atelier jusqu'à la galerie où il expose, en traversant la ville recouverte de peinture, comme on le voit en train de se peinturlurer. Ou bien vous avez, par exemple, Arnulf Freiner qui va faire toute une série de documents photographiques assez étonnants qu'il appelle Face Farce et qui va très bien dans l'esprit viennois, autrichien, quand on pense à toutes les contorsions corporelles, par exemple, des dessins de... si j'ai des trous comme ça devient grave. Egon Schiele, merci beaucoup. Egon Schiele. Et puis, je vous avais montré quelques éléments aussi de ce qui se passe du côté, on va l'appeler comme ça, des technologies nouvelles, de l'exploration et l'exploitation par les artistes contemporains de tous ces outils qui sont quand même très nouveaux en 65. Il n'y a pas beaucoup encore de télévision française dans les foyers. Je crois que le pourcentage, c'est 5% à l'époque, si j'ai bonne mémoire des chiffres que j'avais entendus. En tout cas, Nam June Paik va beaucoup travailler sur tous ces vecteurs technologiques, de manière d'ailleurs très pointue, très savante, je dirais même. Et je retiens cette œuvre parce qu'elle est mondialement connue, elle est magnifique, elle conjugue avec une sorte de force sémantique le passé, je pense au Bouddha, je veux parler plutôt du Bouddha, et puis évidemment la caméra qui le filme sur cet écran, vraiment un collector en termes de télévision, et il se regarde sur cet écran, c'est d'une très très grande, d'abord, intelligence dans la création même, mais surtout dans le ressenti qu'on peut avoir. Et je me souviens toujours la première fois que j'ai vu cette pièce à Cologne, dans une expo, elle était dans une salle toute seule, il y avait un silence incroyable, incroyable. C'est une très belle pièce, mais celle de Marcel Brotartz, que j'affectionne tout particulièrement, qui s'appelle La pluie, est un petit film qu'il faut absolument voir une fois dans son existence pour en mesurer toute la dimension, je dirais, de vanité, puisqu'il tente d'écrire un texte sous une pluie qui commence à tomber. Et évidemment, tout fout le camp, si vous me permettez l'expression. Dans un autre genre, beaucoup plus proche de nous déjà,
toutes les créations de Bill Viola, bien sûr, comme celle qu'il avait créée dans le cadre du Festival d'automne, reprise à Avignon en 2000 dans l'exposition de Jean Deloisy La Beauté, et qui s'appelle Crossing, et qui met dos à dos, je puis dire, deux immenses écrans où, quand vous arrivez, et donc vous ne pouvez jamais voir les deux écrans en même temps, là c'est presque une sorte de... je fausse la réalité. Vous voyez d'abord un point, puis qui grandit, et puis voilà, il y a un homme qui avance vers vous, qui va finalement occuper tout l'écran, et à un moment donné, il y a le baptême d'un côté et la consommation de l'autre. Et c'est une pièce absolument magique, dont le dispositif est assez complexe, il faut de l'espace. Dans une autre partie, je vous avais parlé de Land Art, qui est une espèce de tarte à la crème aujourd'hui un petit peu trop facile à mon goût, personnellement. On met trop, c'est souvent le cas de beaucoup de mouvements, on met trop souvent sous le label de Land Art toutes sortes de propositions dès qu'il s'agit de travailler dans la nature. Mais ça, c'est un autre sujet, si je puis dire. Là, on est vraiment avec les prémices de ce qui s'appelle le land art, avec Christo, dans cette façon, évidemment, d'empacter, je ne sais plus, il y a 3 km de côte sur 250 mètres de profondeur. Enfin, le travail de Christo, vous le connaissez, la dernière expression qu'on a eue après qu'il nous ait quittés, c'est évidemment l'Arc de Triomphe. Donc, très intéressant le travail de Christo, parce que ça met en jeu tout un lot de contraintes qu'il se donne, évidemment, que ce soit d'autorisation, de budget, de réalisation, etc., etc. Et puis vous avez ce magnifique artiste, Robert Smithson, qui, lui, va en surface du Grand Lac Salé, dans l'état de l'Utah, réaliser cette spirale jetty qui, évidemment, est visible ou non selon les humeurs du lac Salé, puisque vous le savez qu'un lac salé, ça monte, ça descend, il n'y a pas de périodicité, c'est vraiment les caprices de la nature. Heureusement qu'il y a encore des caprices dans la nature. Et puis, je vous avais montré notamment Richard Long, cet artiste anglais qui peut-être, dans le lointain de son cerveau, a bien retenu la leçon, par exemple, de Turner, début du 19e, vous le connaissez tous, qui n'a cessé de faire des marches à pied, non seulement en Angleterre, mais beaucoup en France, à faire des carnets de dessin et des choses comme ça. Eh bien, lui, il a peut-être des carnets, d'ailleurs, il en a, mais là, plutôt, c'est réalisé sur, comme le dit le Petit Prince, à 1000 et 1000 kilomètres de toute terre habitée. Il réalise des interventions dans la nature. Et ça, cette image, c'est pas possible, c'est pas la nature qui le fait, c'est un être humain qui est passé là. Et donc qui réalise cette photo, A Line in the Himalaya. Toujours dans des éléments d'aller et de retour et de contrepoint, je vous avais donc aussi parlé, et c'est là où on va se retrouver juste après cela, le groupe BMPT. Buren, Mosset, Parmentier, Toroni. On est à la fin des années 60, et plus particulièrement ici, dans le cadre de la Biennale de Paris, à l'auditorium du Musée des Arts Décoratifs, qui était un musée très, très avant-garde à l'époque. Il est moins aujourd'hui, il est plus dans son élément, je dirais, constitutif. Mais il fait des très belles expos, mais il est plus dans ce mouvement-là. Il faut dire qu'à l'époque, 67, il n'y avait pas Beaubourg, non plus. Donc, ça faisait une balance. Donc, qu'est-ce qu'ils font, ces 4 artistes qui ont largement fait leur histoire, leur carrière? Parmentier est décédé, mais Buren, Mosset, Toroni sont tous encore bien au travail. Eh bien, ils donnent le travail de la peinture en spectacle. C'était vraiment une chose très importante de ne pas cacher comment cela se fait. Donc, en sortant de l'atelier, et évidemment, Buren avec les éléments de rayure de 8,7 cm de large, sinon c'est pas un Buren. Ici, avec une pièce quand même très ancienne, de 70, où là, c'est juste les deux rayures, enfin les deux bandes sur le côté, que l'on à droite et à gauche, qui sont recouvertes de peinture blanche. Olivier Mosset qui, à cette époque-là,
fait un travail radical sur un format de 1 mètre par 1 mètre avec ce cercle noir au milieu et multiplie ce type de proposition. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de faire une petite parenthèse. Olivier Mosset vient de rentrer dans les collections du FRAC Nouvelle-Aquitaine. Et voilà ce qui maintenant appartient, je ne crois pas de m'être trompé, parce que j'ai reçu le mail, non pas, du FRAC, hier ou ce matin, je ne sais plus, et je me suis dit, je vais mettre la dernière œuvre, une des dernières œuvres de Mosset. Donc Olivier Mosset, c'est un travail qui est polymorphe. Donc là, je ne vais pas m'appesantir sur Olivier Mosset, mais à la fin de cette présentation, je vous montrerai un document, si d'aventure vous étiez parisien. Et ici, Michel Parmentier, lui, c'est un travail de bandes colorées et vierges, alternées, qu'il réalisait par pliure pour que la bande rouge, si vous voulez, il peignait toutes les bandes rouges d'un seul tenant, et puis ensuite il déployait sa toile, et ça donnait donc cette alternance. Ici, Niel Toroni. Niel Toroni, c'est ce travail de peinture, d'empreinte de pinceau qui est porté régulièrement comme cela, avec un écart de 30 cm, c'est à peu près le mouvement de la main, et il a recouvert comme ça des surfaces et des surfaces. En fait, c'est un peu pour chacun de ces artistes le degré peinture de la peinture, on pourrait dire. Et puis, dans un contrepoint, là, vraiment, avec le groupe support BMPT, qui n'a pas duré très longtemps, vous avez le groupe support surface que nous avions vu aussi, me semble bien. Et lui, il est un peu, disons, coaché par la figure légendaire, enfin pas légendaire, parce qu'il est encore bon pied, bon oeil, de Claude Viala, qui va se donner une forme, ou plutôt que c'est la peinture qui lui donne cette forme. C'est toute une histoire d'avoir laissé un objet de palette fait dans un matériau de résine. Il l'avait laissé toute une nuit dans un bain d'eau de Javel, et puis le lendemain, il a trouvé la forme un peu en osselet, et il a décidé de s'accaparer de cette forme et de ne plus jamais en changer. Et pareillement, sur toutes sortes de supports, dans une production extrêmement prolixe, c'est quelqu'un qui abat un travail vraiment, il est comme ça dans un processus où il ne s'arrête pas quasiment. Et il recouvre sur ces supports tissus qui sont tantôt, qui peuvent prendre la forme d'une tente, d'un pactage. On lui apporte d'ailleurs beaucoup de matériaux sur lesquels il va travailler. Des dessus de table en dentelle, des toiles cirées, etc. Bon, ils sont nombreux, les artistes de support surface. J'ai retenu Vincent Biolès dans cette période où il était pleinement, je dirais abstrait, bien sûr, puisque Biolès ensuite a retrouvé la figure, parce qu'au début, il était dans la figure, après il a abandonné. Et là, c'est vraiment une toile qui est emblématique de support surface, parce que vous la comprenez, d'un côté, la toile était crue, de l'autre côté, elle est peinte. Donc, support surface. C'est ce jeu dialectique entre les deux. Ou alors chez Louis Kahn, dont le travail a beaucoup bougé au fil du temps, jusqu'à ne plus le reconnaître, si je puis dire, par rapport à support surface, mais qui à l'époque a développé un travail très intéressant. Notamment, vous voyez ici des tissus qui sont trempés dans de la teinture. Noël Dolla, le niçois, qui lui ici va jouer dans des compositions de 4 carrés cousus entre eux et légèrement laissant les lèvres, si vous voulez, apparentes, donc créant cette figure de croix. Et puis aussi Daniel Dezeuse, qui lui va s'intéresser au châssis, le refoulé de la peinture, a dit Marcelin Plenet à propos du travail de Dezeuse sur le châssis. Et là, un peu comme s'il laminait le châssis pour retrouver dans le roulement qu'il crée finalement l'arbre, d'où vient le bois. Donc, il me semble que nous en étions à peu près à cette dimension-là. En tout cas, je vais aller moins vite maintenant, si je puis dire, par rapport à ce que je voudrais vous montrer, ou plutôt on va prendre le temps un petit peu de préciser certains points d'histoire. Comme par exemple,
le concept de mythologie individuelle qui avait fait l'objet de 2 expos, l'une dans les années 60, l'autre dans les années 70, au musée d'art moderne de la ville de Paris, et qui mettait en exergue dans un... Vous voyez, on a traversé là toutes sortes de propositions qui s'éloignaient, on va dire, du vécu proprement, qui était plus de l'ordre du formalisme, peut-être d'ailleurs stimulé, entre guillemets, par la pensée structuraliste qui occupe beaucoup les esprits dans les années 60-70. Je renvoie à tous les auteurs, on les connaît, et qui vont être plutôt donc dans des implications de ressentis vraiment individuels et de mythologie. Et là, j'ai retenu, comme toute cette sélection d'images que je vous propose, elle est à la fois attentive à une histoire de l'art contemporain, mais elle est irrésistiblement aussi quelque part un peu subjective. Et je m'en expliquerai le cas échéant. Donc, Jean-Pierre Reynaud, un artiste immense, dont vous connaissez, je suppose, le travail, notamment le fameux pot doré qui était devant la piazza, enfin sur la piazza devant Beaubourg pendant 25 ans, et qui est un artiste qui n'a jamais eu aucune formation artistique, sinon qu'il avait fait une école d'horticulture, ce qui explique beaucoup les choses, quand on prend la mesure des premières œuvres, à savoir les fameux pots rouges de Jean-Pierre Reynaud. Et Jean-Pierre est quelqu'un qui a un vécu très chargé, pupille de la nation, son père mort dans un bombardement. Bref, voilà, tout ça, c'est quelque chose qui est quand même très puissant en lui, et il a multiplié tout ce qu'il en est aussi d'une réflexion esthétique autour des signes de communication, comme évidemment le sens interdit, réalisant des pièces, des assemblages, comme ici cet élément. C'est vraiment pour donner juste comme ça 2 tons. J'ajoute évidemment la série des psycho-objets, comme il les a réalisés, avec cette figure qui est anonyme, hein, mais qui renvoie bien à des problématiques de disparition, ne serait-ce que parce qu'on est dans une image floue qui absorbe l'identité de l'individu, mais qui l'absorbe dans un contexte immédiat par le rouge de la mort, c'est très clair. Et puis ces éléments de mesure qui viennent là jouer un peu dans une espèce de contrepoint avec la figure humaine. Le travail de Jean-Pierre Reynaud est un travail très passionnant. Il faudrait au moins une conférence entière pour pouvoir faire le tour et en comprendre tous les arguments. Mais je ne peux pas ne pas mentionner la fameuse maison qu'il a occupée de 1969 à 1993, qui est une maison qui a connu des transformations au début, puisque au début c'était un pavillon de banlieue. Il venait de se marier, ça n'a pas tenu longtemps. Il est resté dans ce... Et puis il avait traversé par toutes sortes de pensées, de troubles, d'inquiétudes, pas du tout psychique, si c'est la psyché qui joue bien sûr, mais sans aucun état particulièrement excessif. Mais voilà, une vie un peu mouvementée. Il avait transformé ce pavillon en blocos. Et puis ensuite, presque à l'inverse, il l'a recouverte entièrement de carreaux de céramique blanche. Certains, dont je suis, garderont éternellement le souvenir de cette maison extraordinaire, qu'un jour, après l'avoir d'ailleurs modifiée 2-3 fois dans l'architecture, c'est une maison qu'il lui-même, il s'en occupait, il la gérait. Un jour, décide de l'abattre complètement, ce qui avait fait l'occasion d'une magnifique expo au CAPC de Bordeaux, puisque tous les déchets, enfin toutes les ruines de la maison étaient placées dans des urnes métalliques, un peu comme des urnes funéraires, c'était très étonnant. Et puis Jean-Pierre Reynaud, c'est quelqu'un qui, quand il traite de la peinture, le fait de manière extrêmement radicale. Puisque, par exemple, ça c'est une exposition que nous avons fait ensemble au musée Marmottan-Monet, dans cette petite cellule d'art contemporain que le musée s'est donnée, où c'est un jeu de dialogue.
comme je ne voulais pas alourdir, je n'ai pas mis le tableau de Monet. C'était un grand nymphéa, mais très ébauché, qui était magnifique. Il est toujours au musée. Il est magnifique parce que on voit bien que c'est le pont japonais, mais c'est complètement à l'état d'ébauche, et c'est la peinture pure. Et c'est ce tableau qu'il avait retenu, et en face duquel, dans cette série de dialogues, comme est intitulée la prestation, eh bien, il avait installé ces pots de peinture qu'il récupère chez les fabricants, mais qui sont nus et dont il a fait simplement peindre le couvercle. Donc voilà, ça s'appelle chez lui peinture. C'est sa manière à lui de faire de la peinture. Dans cette qualité des mythologies, je ne peux pas ne pas mentionner évidemment cet immense artiste qui est Christian Boltanski. Et puis je vais vous raconter une anecdote, parce que les anecdotes sont toujours quand même très, très, très intéressantes. Moi, la première fois que j'ai vu cette vitrine, je crois que c'était au début des années 80, lorsqu'il avait fait sa première exposition personnelle au tout début. Je tombe sur cette vitrine et je regarde la photo de classe qui est dedans, car c'est des vitrines, comme il dit, de référence, où il reconstitue les souvenirs de son enfance. Et je vois marqué Collège d'Ulm 51-52, et je me dis, c'est pas possible, j'étais dans ce collège, la même année 51-52. Et pourquoi je raconte ça? Parce que je me suis penché sur la photo, j'ai regardé Boltanski, qui est tout en haut, le deuxième en partant de la gauche. Parce que le premier, c'est mon frère. Et c'était un moment où moi, j'animais une émission de radio, et j'avais reçu Boltanski pour cette exposition à Beaubourg. Et j'avais bien... Alors, une heure de conversation, et j'avais bien compris que ce qui intéressait Boltanski dans toutes ces images photographiques qu'il met en jeu dans son travail, c'est que pour lui, ces gens qui sont là, ils sont morts. Ils peuvent exister, bien sûr, mais ils sont morts. C'est-à-dire que l'enfant est mort. C'est-à-dire qu'on meurt à chaque fois. On meurt à chaque seconde. Et quand je lui racontais que c'était mon frère, j'ai senti que je le mettais un peu mal à l'aise. Parce que, évidemment, mon frère... Enfin, pas évidemment, mais mon frère, il n'est pas mort. Et enfin, c'était il y a 30 ans que je lui ai raconté ça. Et c'était... Voilà, c'est tout le travail de Boltanski relève de cette relation à la mort. Ne serait-ce que ces monuments, comme il les appelle. Déjà, un monument, c'est généralement, quand même, le plus souvent pour... célébrer, comme on appelle les monuments aux morts. En tout cas, là encore, vous voyez, les photos prises dans la photo de classe, avec tout ce dispositif, assez festif aussi. Hein, il y a toujours, évidemment, le positif et le négatif, le plus, le moins, le noir et le blanc, etc. Et précisément, le noir et le blanc. Comme ici, dans cette exposition, là c'était l'exposition à Pompidou, en 2002, une exposition où, alors c'est toute une série de dates, mais vous voyez le dispositif. D'ailleurs, Boltanski, alors c'était d'ailleurs très intéressant, parce que la plupart des gens qui ne connaissaient pas Boltanski, mais qui le disaient, il n'a pas l'air très gai ce garçon, si je peux me permettre cette familiarité. Et je peux vous dire qu'au contraire, il était très drôle quand il était dans petit comité. Mais ça, voilà. Et puis, bon, il y avait cette très belle prestation de Boltanski dans l'exposition qui s'appelait justement Monumenta, qui n'existe plus maintenant. Et là, c'était, vous voyez, cette grue qui prenait des habits, donc les dépouilles de ceux qui l'ont habité, qui ont habité ces habits. C'était toute une relation à la main de Dieu qui va choisir l'histoire du destin de l'humanité, en fait. J'ai choisi de vous montrer aussi Annette Messager, parce que c'est une artiste tout à fait passionnante, qui est exactement dans cette période des mythologies individuelles, et qui commence à faire toutes sortes de collections, notamment dans les années 70, soit sur des cahiers où elle fait des collections en coupant des images dans la presse, et puis il y a cette série de broderies qui sont tout à fait étonnantes, et vous voyez comment aussi ça instruit d'autres types de protocoles de travail, de matérialité, qui viennent nourrir en quelque sorte l'immense inventaire pratique de l'art. Ici, ces figures de chimères,
Il y a toujours ce côté un petit peu sombre aussi chez Annette Messager, ce rapport un peu diabolique, ce rapport fabuleux au sens de la fable, mais aussi inquiétant. Souvent, moi je pense souvent à Odilon Redon quand je vois ce type d'image, parce qu'on n'est pas loin du tout de toute cette mentalité, enfin de tout cet esprit, de tout cet état mental plutôt. Et puis, toujours chez Annette Messager, toutes ces propositions qu'elle nous fait avec les peluches. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'elle crée tout un monde qui a l'air très ludique, mais quand on le regarde attentivement, quand on le décrypte, on voit quand même qu'il y a une relation aussi là, très forte chez elle à la mort. Dans cette période des années 70, 60-70, il me semblait très important de vous dire un mot aussi de ce qu'on a appelé la figuration narrative. Figuration narrative, en 2008, au Grand Palais, on a célébré, dans une très importante exposition, ce groupe d'artistes, qui est un groupe relativement constitué, mais qui... Il n'y a pas vraiment une figure critique, ou alors peut-être, enfin pas peut-être, un certain Gassio Talabo qui a accompagné certains de ces artistes. Et puis, enfin, d'autres après par la suite, bien sûr. Je pense à Jean-Luc Chalumeau, par exemple, qui est un des fans de la figuration narrative. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on est en 65, c'était l'époque du land art, c'était l'époque de l'art conceptuel, c'était le début de l'arte povera, et vous voyez comment, il se trouve qu'il y a aussi, quelque part, je dirais, des résistances par rapport au souhait de la peinture, à la volonté de la peinture, à l'envie de la peinture. Et là, vous avez une œuvre très intéressante qui est conservée au musée de Dole, dans le Jura, qui est cette œuvre à trois mains, Ayo Arroyo Recalcati. Gilles Ayo, actuellement une rétrospective à Beaubourg, Eduardo Arroyo, décédé il n'y a pas très longtemps, et Recalcati, j'ai un trou de mémoire, j'espère qu'il est en vie, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est le propos. Vivre et laisser mourir, ou la fin tragique de Marcel Duchamp. En fait, c'est quelque part un règlement de compte dans leur tête avec celui qui avait déclaré la fin de la peinture. Et vous voyez, c'est une bande dessinée, là aussi, intéressant, la bande dessinée, ça, c'est encore un autre sujet, la bande dessinée, un autre thème, mais c'est l'histoire de Duchamp qui rentre chez lui, et puis finalement, c'est le traquenard, il se fait piéger par ces artistes, qui sont les trois qu'on voit aussi bien en haut qu'en bas, et puis alternés par des œuvres de Duchamp, comme évidemment Le Nu descendant l'escalier, La Fontaine, Le Grand Verre, et puis finalement, c'est lui qui va redescendre l'escalier nu après avoir été tabassé et qui va mourir, donc vivre et laisser mourir, et l'enterrement, le cercueil, avec le personnage qui est à gauche, de profil avec la moustache, c'est Pierre Restany. Les autres, je n'ai pas su les identifier encore. Donc voilà, c'est tout un groupe qui veulent affirmer la peinture, et qui vont aussi tous s'inscrire dans une posture quand même assez engagée, parfois militante, au regard d'une posture qu'on va dire, parce que je vais faire très simple, de gauche. Alors je fais quand même assez simple, mais bon, c'est pas la preuve, si je puis dire. De Cueco, tiens, j'ai pas mis le nom de l'artiste, c'est de Henri Cueco, qui va faire cette œuvre. Alors vous voyez, on est en 69, lendemain de 68, c'est facile à comprendre, et qui fait coucher dans un même lit les trois figures de proue qui étaient brandies beaucoup dans les années en 68. Marx, Freud et Mao. Dans un autre genre, l'artiste qui vient d'Islande et qui s'appelle... Ah ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié les noms des artistes, tiens. Pardonnez-moi. C'est Hérault, bien sûr. Hérault, qui aujourd'hui a 92 ans, et qui, là, répond à une commande de ministère par rapport à l'assassinat du président de la République chilienne, Allende, comme on l'a dit, suicidé en prison, Allende, par le gouvernement du général Pinochet, et qui reprend en fait un tableau, si on rentre dans l'analyse très précise de ce tableau, ça reprend un tableau d'un artiste néoclassique qui s'appelle
Topino-Lebrun, et qui nous parle aussi des problèmes de l'époque révolutionnaire. On avait, pardonnez-moi, j'ai oublié les noms, Gérard Fromanger, qui nous a quittés il y a peu de temps aussi, et qui, lui, va beaucoup multiplier ce travail en nous parlant notamment, en insistant sur la question de la peinture. Vous voyez, même, il y a comme une espèce d'échéancier au bas de la toile, et puis être notamment dans cette période des années 70, très intéressé par tout le déploiement de la société de consommation, dans un petit décalage avec évidemment ce qui était arrivé aux États-Unis. Et puis vous avez Jacques Monory, qui lui est toujours passionné par la série B des films américains des années 40, les films de série B. Passionné, alors, un tableau de Monory, ça se reconnaît parce que c'est bleu. Il y en a quelques-uns d'une autre couleur. C'est simplement l'histoire du gamin qui voyait le cinéma quand il était petit dans le village où il était. Vous savez, il y avait le camion qui passait, qui installait dans la place du village un écran, et c'était des films en noir et blanc, et le projectionniste mettait des... il y a un nom dans le théâtre, là, je ne sais plus le mot, mais des calques, si vous voulez, de couleurs pour un petit peu ajouter de la couleur au cinéma. Alors, toute l'œuvre de Monory est une œuvre qui tourne autour d'histoires de crimes, de meurtres, mais dans une espèce de douceur parfois, comme par exemple ici, ce côté très baroque, on dirait presque un tableau de Gustave Moreau dans certains endroits, mais vous voyez bien qu'il y a un corps allongé, l'histoire d'amour, de poursuite. C'était quelqu'un qui pratiquait le tir au pistolet. Donc, ce que nous venons de voir et qui se présente sous l'intitulé de figuration narrative, parfois même figuration narrative et critique, acte bien qu'il y avait malgré toutes les avant-gardes conceptuelles minimales, etc., il y avait une résistance de la peinture. Ce qui est intéressant à observer, c'est que cette résistance à la peinture, elle va prendre le dessus sur les avant-gardes, jugées parfois un peu trop, allez, on va le dire comme ça, intello. Et on va assister au tournant des années 80 à un véritable retour à la peinture. Et cela sur un plan planétaire. Donc ça va prendre d'autant plus. C'est aussi le commencement, je dirais, du développement d'une production art contemporain elle va être encore sectorisée, mais ça va prendre beaucoup plus d'espace parce qu'il y a plus d'échanges, parce qu'on circule plus, etc. Donc, on va regarder un peu comment cela se profile. Par exemple, en Allemagne, vous avez un ensemble d'individus qui vont se réunir, enfin qu'on va réunir plutôt, sous le label de néo-expressionnisme. Mais en allemand, on ne dit pas néo-expressionnisme, on dit Neue Wilde, c'est-à-dire nouveau sauvage. Sauvage au sens extraverti du mot. Et ça regroupe donc un certain nombre d'artistes qui, aujourd'hui, sont pour certains, enfin ceux que je vais vous montrer évidemment, sont au premier plan, comme par exemple Anselm Kiefer. Donc, on est en Allemagne. On connaît l'histoire de l'Allemagne, tout ce qu'elle a traversé, de difficultés, de douleurs, etc. Et comment rebondir. L'Allemagne, quand on parcourt l'histoire de l'art allemand du 19e jusqu'à aujourd'hui, elle est intéressante. Il y a eu le romantisme, évidemment, et Kiefer est pas loin de ce qui anime le romantisme du début du 19e siècle, dans cette espèce d'ampleur, d'élégie, je dirais presque, dans ces tableaux. Donc, et puis, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Donc, voilà, il y a les Champs de Mars, Märkisches Heide, et toutes ces peintures qui tentent, en quelque sorte, de surmonter l'image
l'image dramatique de l'Allemagne de la Deuxième Guerre mondiale. Et l'Allemagne, qui est une Allemagne coupée en deux, encore dans cette période des années 70-80, ça n'est qu'en 89, nous le savons tous, que cela cessera. Et vous voyez ce tableau de cet artiste qui va faire toute une série très intéressante de peintures qu'il appelle Café Deutschland. Et vous voyez, on le voit au milieu, il tend la main à travers un mur brisé. Et on est en 78. Donc on est quand même 11 ans avant 89. Ça, c'est parce que ce sont des artistes aussi qui habitent l'Est et qui ont des difficultés de pouvoir montrer leur travail parce que c'est totalement régimenté en Allemagne de l'Est, au point que vous pouvez être interdit de montrer votre travail, ce qui a été le cas pour certains autres. Ce qui va caractériser, et je n'ai pris que 3 exemples, ce qui va caractériser aussi ce néo-expressionnisme, c'est ce monument aujourd'hui, un personnage très important, Georg Baselitz, qui, à un moment donné de son travail, années 65, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est 65, va décider de peindre le sujet qu'il veut représenter à l'envers. Il ne peint pas à l'endroit et retourne la toile, il peint le sujet à l'envers. Et il peint le sujet, il le dit lui-même dans les interviews, c'est parce qu'il ne veut pas que le regard se fasse happer d'abord par le motif, mais qu'il soit dans la peinture. Donc vous voyez, là encore, c'est une manière de mettre en exergue la matérialité de la peinture avant même de parler du sujet. C'est intéressant parce qu'il y a une formule que je me suis inventée qui appelle la langue française dans sa plus belle noblesse, et j'aime bien cette langue, c'est la question du texte et du prétexte. Le prétexte, c'est la peinture. Le texte, là ici, c'est le motif qui vient après. En Italie, on assiste à l'avènement d'un mouvement qui est fédéré par un critique d'art qui s'appelle Achille Bonito Oliva. Début des années 80, article, si j'ai bonne mémoire, 81 ou 82, dans Flash Art, revue italienne. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement qui apparaît dès la fin des années 70 et qui va gagner d'importance dans les années 80 ? C'est un mouvement qui rassemble des artistes de différentes régions d'Italie avec la volonté de retourner peut-être à des modèles, à des références du passé. C'est pourquoi Achille Bonito Oliva appelle ça trans-avant-garde, donc qui traverse en quelque sorte les avant-gardes du passé. Donc on trouve par exemple Sandro Chia qui vient nous proposer une peinture intitulée Deux peintres de 82, et il faut revenir sur le passé pour essayer de prendre la mesure de ce que on sortait dans les années 70 de toutes les avant-gardes néoconceptuelles, conceptuelles, minimales, etc. Et que tout d'un coup, voilà, on nous repropose une imagerie, je dirais, sinon une iconographie, qui, elle, nous est peut-être un peu plus familière en termes d'histoire de l'art. Que ce soit, par exemple, avec Enzo Cucchi, montagne n'ayant qu'un seul haut, bien sûr, petite erreur de frappe, et qui va développer un travail assez énigmatique qui n'est pas sans tutoyer une forme de surréalisme. Et puis, Francesco Clemente, qui lui vient du Mezzogiorno, comme on dit, et qui va réaliser toute une série d'œuvres dont la dimension symbolique est affirmée. Comme par exemple, dans cette peinture des portes du paradis, on est presque devant une icône byzantine avec une peinture dorée quelque part. Donc, tous ces mouvements émergent en même temps. Ça, il faut. Et c'est non seulement le retour à la peinture, mais moi j'aime à dire le retour au figurable. Comme si, pendant un moment, il était
ce figurable était moins volontiers admis, en quelque sorte. Et là, je fais allusion notamment à la scène française et à l'autoritarisme du mouvement support-surface, qui a vraiment un peu pris en otage, je dirais, les étudiants dans les années 70 et encore un peu au début des années 80. Pas tous, puisque justement, émerge au début des années 80 une génération qui est très diverse elle-même, hein, qui va nous proposer autant une figuration totalement libre et une figuration aussi très cultivée. Libre parce que les modèles sont la culture rock, la culture BD et la culture télé. Comme par exemple chez les 4 artistes, on les a appelés souvent les 4 mousquetaires de la figuration libre, qui sont aujourd'hui, pour quelques-uns d'entre eux, des artistes installés, comme on dit, mais qui n'empêche que Combas c'est encore quelqu'un, enfin complètement quelqu'un qui nous propose des choses assez puissantes. Et par exemple, ça c'est une très belle série qu'il avait fait dans une relation à l'histoire, en 85, je me souviens, c'était une exposition au sud de la France, Bacchanal avec Gros Bacchus. Alors, ce qu'il faut, et je le dis parce que comme j'essaye de faire une traversée, je ne peux pas m'attarder trop longtemps sur chacun, mais si vous retrouvez ou si vous voyez une œuvre de Combas, regardez bien le cartel, car généralement, les œuvres de Combas sont toujours accompagnées d'un cartel qui va livrer un petit texte de Combas. Et ce texte est très intéressant parce que c'est du texte brut de coffre. Il a jamais caché que, par exemple, l'art brut l'a intéressé d'une certaine manière. Et ce contexte est très, très intéressant. Il est rocailleux, le texte, il est plein de fautes d'orthographe, mais il dit bien les mêmes choses que la peinture. Et là, c'était carrément un hommage, évidemment, au Bacchanal de Rubens ou de Jordaens, les magnifiques peintres du XVIIe siècle. Hervé Di Rosa. Hervé Di Rosa, lui, c'est la création d'une figure. De cette figure avec un seul œil, avec cette bouche très large, et ici une peinture très très belle qui faisait la couverture de la Biennale de Paris de 1985. Des artistes, c'est pas 64, il y a une erreur, hein, c'est 85, excusez-moi. Et pourtant, j'ai regardé ça dans le train, mais bon, des fois, on ne regarde pas suffisamment bien. Pardonnez-moi. Donc, c'est la figure de René. Et le René, il va la décliner dans toutes sortes de situations familiales. Il y aura la maman René, le papa René, il y aura le petit René, etc. Et il le met, ce peuple René, qui est finalement nous, dans toutes sortes de situations. Le travail d'Hervé Di Rosa a beaucoup, lui aussi, bougé, tout en restant quand même dans cette figuration, je dirais, un petit peu naïve, presque. Enfin, quoique, quand je vois ce tableau, quand je le revois, je ne peux pas m'empêcher de penser à un artiste magnifique, fin 19e, début 20e, qui s'appelle James Ensor, avec ses défilés de carnaval extraordinaires. Et donc, Hervé Di Rosa, qui est, avec son frère Richard, qui lui est dans la sculpture, va créer un concept qui est l'art modeste. À Sète, MIAM, Musée international de l'art modeste. Et je vous recommande d'y aller. C'est très, très intéressant. Dans les 4 mousquetaires, il y avait François... mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dû, à mon avis, travailler... Là, ça devait être un peu tard. Pardonnez-moi, je ne sais plus. Oui, bien sûr, François Boiron. Vous voyez, en le lisant, je m'aperçois, surtout qu'après, il y a Rémi qui arrive. François Boiron. Alors, François Boiron, c'est très différent de Combas. Je ne l'ai pas signalé, de Combas et de Di Rosa. Les origines sociales de Combas et Di Rosa sont extrêmement simples. C'est, d'une part, personnel domestique pour la famille de Di Rosa,
Rosa, et Combas, c'était chauffeur de taxi à Vence, je crois. Je crois pas, non pas à Vence, à 7, je suis bête. François Boiron, B-O-I-S-R-O-N-D, lui, il est le fils de Michel Boiron, le cinéaste. Donc il est parisien. On est sur des mesures qui sont quand même différentes. Mais ils se retrouvent ensemble tous à l'École des Arts Décoratifs à Paris. Et donc François Boiron, ben voilà, c'est très simple à repérer un travail de Boiron de cette époque. Ça a évolué sur une peinture qui n'est plus tellement une peinture de traits, mais une peinture de touches, de touches presque divisionnistes, pointillistes. Et c'est toujours quand même relation à son existence. Vous voyez, là, c'est l'intérieur. C'est l'intérieur, soit dans sa tête, soit aussi chez lui. C'est la proximité avec la Tour Eiffel en bas à droite. C'est le pick-up, c'est la télé, c'est le monde de ces années 80. Rémy Blanchard, lui, il est d'origine bretonne et il va surtout développer une œuvre qui va mettre en exergue la figure animale. Au début, dans une veine assez proche de néo-expressionnisme allemand. Une peinture assez chargée, et puis qui va se dégager un peu, comme c'est ici. C'est une peinture, là aussi, alors encore plus que chez Di Rosa, assez simpliste, assez naïve. Drame, malheureusement, chez cet artiste, puisqu'il va se donner la mort suite à l'incendie de son atelier, et puis surtout à le succès incroyable qu'ont connu ces artistes de la figuration libre dans les années 80. Incroyable. C'était des vedettes. C'était l'époque, je dirais, aussi gracieuse, où la presse n'hésitait pas à les mettre à la une. Et ça concorde évidemment avec le premier ministère de Jack Lang. Figuration cultivée, c'est avec, par exemple, Gérard Garouste. C'est un peu plus âgé que les artistes que l'on vient de voir, mais apparu aussi dans ce même temps, et lui va complètement s'appuyer sur la mythologie, sur la littérature, sur les grands textes. On le sait sans doute, vous le savez. Là, j'ai choisi trois images, je ne sais plus, notamment donc par rapport à la mythologie, Orion et Céladon, une peinture qui est au Frac Sud, donc à Marseille, et puis cette peinture magnifique, très particulière, une espèce de grand tonneau comme ça, et si je dis tonneau parce que justement c'est la Dive Babuc, c'est-à-dire toute l'histoire de Rabelais. Et c'est une peinture qui est assez étonnante parce que vous le voyez, on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Donc il a fait des dispositifs de lorgnette, on va dire, qui permettent de la découvrir, mais que par fragments. Et à l'intérieur, il y a aussi bien chez Rabelais des scènes grivoises que des scènes d'ivresse et de jouissance festive. Sur un autre terrain, dans la peinture cultivée, j'ai été chercher Jean-Michel Alberola, exposition en ce moment chez Templon, galerie parisienne. Et là, lui, c'est une admiration d'abord pour les Suzanne Aubin de Titien, où il va la mettre en jeu dans toute une série de tableaux, comme vous en avez ici un exemple en 83, ou alors, vous avez peut-être tout de suite retrouvé la référence, le Gilles de Watteau, qui est dans la Grande Galerie du Louvre. Le travail de Alberola est un travail qui est un peu abscon quand on le saisit comme ça, accru, sans autre information, parce que c'est un travail qui est très mentalisé, qui joue beaucoup la syncope, qui mélange les références. Il est originaire d'Alger, ensuite il est venu en France. Donc c'est un personnage aussi très cultivé de littérature, et il mêle tout ça dans une proposition plastique qui est tout à fait qualitative. Dans cette même période, vous avez par exemple aussi Jean-Charles Blay, un artiste extrêmement présent, comme les autres d'ailleurs, sur la scène des années 80. C'est des artistes qui ont fait qui ont un CV, comme on dit, mais
vraiment considérable. Garouste et Blay, ils ont fait 2 fois chacun, je crois bien, des expositions à New York chez Léo Castelli, le marchand du pop art. Donc ça vous donne la dimension de ces individus. Et Blay, c'est un travail, lui, qui l'a donné d'abord en utilisant un support qui est l'affiche, le dos de l'affiche, enfin plutôt des panneaux d'affiches. Donc c'est une matière d'affiches les unes sur les autres. On décroute, comme disent les poseurs d'affiches, on décroute le panneau de temps en temps parce qu'il y en a trop de matière dessus. Et c'est au revers de ce matériau-là qu'il réalise des œuvres comme celle-ci, qui est au CAPC à Bordeaux, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, des figures qui sont inspirées notamment d'un artiste américain très important qui s'appelle Guston, Philip Guston, avec ses personnages un peu outrés, dans des voilà, qui prennent tout l'espace du champ iconique et qui sont toujours dans des postures un petit peu en équilibre. Et puis le travail se développe d'une manière plus graphique peut-être que picturale, dans toute une série, mais à traverser d'autres stades, évidemment. Là, c'est une œuvre quasiment récente qui était à la galerie Yvon Lambert, à la librairie Yvon Lambert, puisque c'est une librairie maintenant, et il avait présenté ses derniers travaux sur des panneaux, mais alors beaucoup plus tendus et beaucoup moins épais. Et c'est un travail de dessin d'abord un peu au cutter, et puis après, avec la peinture, des scènes un peu génériques en quelque sorte. Dans cette période-là, et même un peu avant, même un peu après, pardon, il y a cette figure très importante de la scène artistique contemporaine qui est Fabrice Hibert. Fabrice Hibert qui va s'inventer, alors c'est quelqu'un qui vient de Vendée, très attaché à sa terre, et qui va réaliser notamment une figure qui a été largement multipliée dans toutes sortes de formulations matérielles, c'est ce fameux homme de Bessines. Bessines, c'est une commune qui se trouve enfin je ne sais plus le département, dans la Vienne, je crois, à la Haute-Vienne peut-être. Ah pardon. D'accord. Alors, et là c'est je suis perdu des fois dans la géographie. Et pourtant, je la traverse beaucoup, mais j'ai pas toujours... Je ne suis jamais allé à Bessines, pour vous le dire, alors que je connais très très bien cet artiste. Mais c'est un personnage qui est emblématique, puisque tout le travail de Fabrice Hibert passe par des questions de biomorphisme et de biodiversité, maintenant, surtout. Et là, c'est la série qu'il a faite de Fontaine, donc, qui pisse par tous les pores du corps, à la moitié de son corps. À l'époque, c'est pas tassé, mais c'est la moitié de son corps. Et justement, ensuite, il y a tout le travail de peinture homéopathique qu'il a réalisé à partir du milieu des années 80 et qu'il continue toujours de multiplier, et qui sont comme des espèces d'œuvres palimpsestes de tout ce qui traverse son esprit. C'est un personnage très intéressant parce qu'il est d'une vivacité d'esprit, il est d'une capacité d'intégration qui surprend complètement. Je suis en train de travailler avec lui pour pas une rétrospective, mais une grosse exposition au Sable d'Olonne pour l'été, où il va occuper le musée et puis 2 autres endroits pour fêter les 60 ans du musée des Sables d'Olonne. Et cette peinture homéopathique que j'ai choisie, elle est très caractéristique pour moi parce que voilà, ça foisonne de partout, ça prend racine dans le sol, ça monte vers le ciel, il y a quelque chose qui est de l'ordre du rhizome permanent. Chez lui en Vendée, un jour peut-être vous aurez l'occasion, quand les choses seront entre guillemets prêtes, il a, imaginez-vous, grainé, et non pas planté, grainé 100 000 arbres sur 10 000 hectares. C'est quelqu'un qui est attaché complètement à ces problématiques environnementales. L'expo d'ailleurs que nous allons faire s'appellera Climat. Et ici, vous voyez, une œuvre qui était présentée à la Fondation Cartier, paysage biographique de la vallée. Ça s'appelle la vallée, ce terrain qu'il a acheté, qui est
tout à fait, ses parents étaient agriculteurs, et donc il est très attaché à ces problématiques-là. Il s'agirait de vous parler de art graffiti, je regarde l'heure qui tourne, de art graffiti, c'est-à-dire cette équivalence de retour à la peinture qui a traversé les États-Unis, notamment avec les deux figures mythiques que vous connaissez bien entendu, de Basquiat, qui est un personnage capital dans cette histoire de l'art contemporain très récente finalement, même si c'est les années 80, mais c'est hier soir les années 80, dans cette longue histoire de l'art contemporain. Ce tableau, Redman, qui est très touchant parce qu'il fait allusion à l'accident qu'il a eu quand il avait 10 ans. Et vous voyez le personnage qui est à gauche, c'est exactement la figure, vous savez, quand il y a un accident ou un crime, on fait une figure au sol. On dessine au sol, et vous voyez l'ambulance au milieu du tableau qui arrive. C'est le tableau de l'œuvre de Basquiat, ça fourmille d'indices, de références, c'est traversé par énormément de réflexions ou de citations. Et là, c'est un très très beau tableau de cette époque où il avait été immobilisé pendant 8 mois. Je raconte ça parce qu'on ne le sait pas. Et il avait demandé 2 choses à sa mère comme livre. Un livre sur Léonard de Vinci, il avait 10 ans, et un livre de dictionnaire des symboles, des hobos, cette population qui, à New York, population de SDF, pour le dire simple, se communique par des signes au sol, les hobos. Et puis évidemment, il y a la revendication identitaire chez Basquiat qui est très importante dans toute une série de tableaux qui nous parle souvent de la mort. Je regardais de façon plus précise, oui. Il y a une référence à Léonard de Vinci, je pense, dans le dessin d'une espèce d'omoplate, là, un peu aiguë, mais parce que je sais que dans un autre dessin, ça existe. En tout cas, c'est très palimpseste. J'aime beaucoup placer ça sous le label de l'esthétique du zapping. Ça, quand on est devant la télé, tac, 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 et ben c'est un peu ça. Il faut aller là, il faut aller là, il faut aller là. Et puis il y a la figure, évidemment, Black, qui est là et qui est toujours cette figure revendicatrice. Et puis il y a ce dernier tableau de Basquiat qui est absolument capital, puisqu'il est directement inspiré du Cavalier et la mort de la gravure de Albrecht Dürer. L'autre, c'est Kissaring, avec une dimension qui est très différente. C'est d'abord la création d'une figure, qui est le Radiant Child, l'enfant rayonnant, qu'il va mettre en jeu dans toutes sortes, lui aussi, de situations pour dénoncer le pouvoir, c'est-à-dire ceux qui croquent, qui mangent, qui absorbent le peuple. Ou bien, vous le savez, je n'ai pas me retenu, mais par rapport à, par exemple, tous les problèmes des années 80 autour du sida. Il a été toujours présent pour faire des images et des affiches. Une œuvre assez peu connue de lui et tout à fait étonnante, c'est la série des 10 commandements qu'il avait réalisée pour la grande salle du CAPC. Donc voilà, là, 2 artistes très importants qui animent cette séquence. Évidemment, ils sont très nombreux, d'autres, on pourrait citer Futura 2000, etc., d'autres artistes graffiti, mais je fais dans la synthèse. Il n'est pas pensable de ne pas parler d'une forme intéressante qui va prendre beaucoup de développement dans la partie fin du XXe et début du XXIe, c'est ce qu'on a appelé la photographie plasticienne. Là, j'ai monté comme ça un petit ensemble d'images qui se caractérisent par le fait qu'il ne s'agit plus d'une photographie que je vais qualifier sans aucun a priori de clic-clac noir et blanc. Il y a de magnifiques artistes qui la pratiquent, mais qui vont jouer surtout sur des matérialités différentes, des mises en forme différentes,
comme par exemple le travail que développe Gilbert and George, vous le connaissez sans doute, ce couple d'Anglais tout à fait étonnant et qui, sur une forme un peu qui rappelle le vitrail, on va dire, réalise toutes sortes de scènes qui sont sensibles à l'actualité et notamment à tous les problèmes de l'homosexualité. Dans cette veine-là, vous avez par exemple Sophie Calle, qui réalise cette pièce absolument étonnante, présente à la Biennale de Paris de 1982, à Beaubourg, et qui est La Filature, où elle se fait suivre elle-même par un détective. Elle engage un détective à suivre une personne qui est elle, mais le détective ne le sait pas. Donc là, c'est aussi tout le travail de Sophie Calle. Alors je recommande, je crois que c'est encore en place quelque temps, si vous faites un saut à Paris, c'est pas que je sois capitaliste, j'allais dire, mais au musée Picasso, elle a fait une intervention qui est absolument étonnante. Donc, si jamais vous avez l'occasion de passer à Paris, eh bien, ne manquez pas d'aller le voir. William Wegman, qui nous a offert, il est parti, toute une série absolument magnifique, jouant avec ses chiens favoris, et notamment celui qui est debout, qui s'appelle Man Ray, hommage évidemment au photographe, qui lui faisait déjà de la photographie plasticienne. Faut quand même le dire. Puis on pourrait remonter jusqu'à Disdéry au XIXe siècle, pour ceux qui connaissent l'histoire de la photo. Très étonnant, William Wegman. Vous avez Cindy Sherman, qui fait un travail de composition en se glissant dans la peau de figures soit familières, soit référentielles. Ici, évidemment, le Bacchus du Caravage. On connaît le travail d'Orlan et toutes les métamorphoses de son corps par lesquelles il est passé et auxquelles elle a fait subir toutes sortes aussi d'opérations chirurgicales, parfois sur le plan performatif via le cinéma en direct, enfin via la télévision et la caméra en direct. On connaît un peu moins une série que j'adore de Valérie Belin, au début de sa carrière, quand elle était intéressée à développer tout un travail sur ces bodybuilders professionnels. Et là, je pourrais vous en raconter sur cette série parce que c'est très intéressant, la difficulté qu'elle a eue à rentrer dans ce cénacle. D'abord parce qu'il n'y a pas vraiment de femmes, et puis elle est rentrée pour faire des photos. Donc il fallait aussi qu'elle les convainc. Et en fait, pourquoi elle s'y intéresse? Parce qu'il y a tout ce qui est de l'ordre de la photo, c'est-à-dire de la lumière. En fait, il se couvre le corps d'huile avant de faire les concours de bodybuilder. Sur un autre tempo, pour aller du côté du Canada, à Toronto, si j'ai bonne mémoire, Jeff Wall, qui, dans une forme photographique qu'on appelle Lightbox, donc un film photographique transparent qui va être illuminé plutôt par derrière, reprend un certain nombre d'images, entre autres, ici, d'après une estampe japonaise de Hiroshige, et qui saisit aussi des moments comme ça de la vie au quotidien. Je pense à une image que j'avais mise, mais je l'ai enlevée parce que j'avais beaucoup trop d'images à un moment. Vous voyez, j'en ai beaucoup, on va arriver bientôt à la fin. Je surveille l'heure. Et montre par exemple un mouvement d'un personnage assis contre un immeuble et qui fait un mouvement avec son verre de lait. Et ça éclabousse l'image, c'est une très très belle pièce. Mais surtout le travail qui passe par cette pratique du lightbox. Georges Rousse, qui a mis en place un travail qui en appelle à l'anamorphose, c'est-à-dire que ce que vous voyez là n'est pas du tout une photo peinte. C'est un travail fait dans l'espace sur le mode de l'anamorphose, c'est-à-dire d'une image qui se reconstitue dans son intégrité vue d'un seul point, époque de la Renaissance, en même temps que la perspective. Et Georges Rousse, qui a fait le tour du monde plusieurs fois pour montrer son travail, eh bien, par exemple ici à Metz,
il faut imaginer que les carrés, par exemple, qui sont au sol, si je prends la bande en bas, eh ben, ils ne sont pas carrés du tout, ils sont longs de peut-être 4 ou 5 mètres par la déformation optique. Va se retrouver, grâce à l'amorphose, dans cette configuration. On peut aller, par exemple, chercher le travail de Patrick Tosani. Patrick Tosani, qui, lui, va se saisir d'objets totalement familiers pour nous en offrir des images totalement inédites. Comme ici, par exemple, la série des masques, fait à partir d'un point de vue sur des pantalons. L'intérieur du pantalon. On peut aller du côté de Stéphane Couturier, par exemple. Ça, c'était l'image, d'ailleurs, qui était en couverture du catalogue des rencontres internationales de photographie à Arles en 2000, et qui s'attache à montrer un peu tout ce développement immobilier terriblement expansif, surtout du côté des... Enfin, vous voyez, ici, c'est Moscou, il a été en Asie, et saisissant toujours c'est toujours des images qui sont faites sur le terrain, mais il nous les donne dans une espèce de platitude qui est assez étonnante, et le plus souvent dans une iconographie qui est désertée par l'humain. Ou bien sur un autre genre, Alain Bublex, qui lui va, par le biais évidemment de Photoshop, Photoshop est arrivé à cette époque-là, va créer toutes sortes de paysages un peu fantastiques, ou bien encore les photographies de Philippe Ramette. Et là, il ne s'agit pas du tout de composition fictionnelle ou fabriquée. On a appelé souvent la photographie plasticienne image fabriquée, c'était plutôt au début. En fait, cette photo, il faudrait qu'on la renverse pour trouver la prise de vue réelle. Et c'est vraiment lui qui est comme ça installé sur un mur, mais parce qu'il se munit d'une espèce d'armature dans son costume qui lui permet de tenir. Donc, et puis évidemment, il fait prendre la photo, il a un photographe attitré pour ensuite renverser et nous proposer des images qui sont assez étonnantes dans cette contemplation irrationnelle. Je dirais plus classique, mais ô combien postmoderne, pour utiliser ce qualificatif que je n'ai pas employé encore, c'est toute la série que réalise ce couple d'artistes qui s'appelle Pierre et Gilles. Et notamment, vous voyez, comme quoi le thème de Narcisse est loin d'être usé. Une petite rubrique que je me suis inventée parce que on est moins... Alors, autant on a traversé des périodes, on a traversé des mouvements. Aujourd'hui, et même depuis déjà quelque temps, il est quand même un peu difficile de parler de isme. Comme si cette production artistique contemporaine était très hétéroclite, ou plus exactement éclectique et hybride. C'est vraiment même deux éléments qui me paraissent caractéristiques. Et donc, là, à ce sujet, j'ai retenu, par exemple, le travail que fait Ange Leccia avant de faire vraiment un travail uniquement, on va dire, filmique, c'est un mot et un qualificatif qui m'est cher, dès qu'il s'agit de vidéos, de films expérimentaux. Donc, ici, ça, c'était les premiers actes, un peu, pas complètement les premiers, de Ange Leccia, donc le travail sur la lumière. Et puis ici, est-ce que ça va marcher, ce que je veux faire? Peut-être pas, et je serai malheureux. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Parce que ça, c'est une vidéo. Non, ça marche pas. Bon. C'est une vidéo absolument étonnante d'Ange Leccia, début des années 90, donc, qui l'a faite en prenant le mouvement de la mer à la verticale et en redressant ensuite la projection. Donc on a l'impression que c'est des montées de bas en haut, alors que pas du tout. C'est la grève et c'est l'eau qui vient mourir sur le bord et qui recule. C'est une très belle, surtout quand c'est projeté, monumental. C'est fabuleux.
Et ça, c'était, je regrette, parce que j'espérais que ça marchait pourtant chez moi. Là, je vois que ça ne marche plus. Je ne sais pas, c'est pas toujours facile à régler. Et c'était une manière de dire, sans faire appel du pied, mais c'est parce que c'est tout un pan. J'ai montré tout à l'heure Marcel Brotartz avec la pluie. Il y aurait à faire tout un volet sur tout ce qui est les réalisations filmiques, vidéographiques. C'est très très important. Toujours l'objet, je me suis dit que c'était l'occasion de présenter Bertrand Lavier, qui, dans ces années 80, va arriver sur le monde de l'art avec cette réflexion de qu'est-ce que la sculpture, finalement. Qu'est-ce que la sculpture postmoderne? Si je dis qu'est-ce que la sculpture postmoderne, parce qu'il y a eu une exposition à Beaubourg qui s'est appelée Qu'est-ce que la sculpture moderne, et qui s'interrogeait comment, au XXe siècle, et on est à la fin, les artistes ont appréhendé la question du socle et de ce qui est sur le socle. Eh bien, Bertrand Lavier l'a résolu par toute une série d'œuvres assez radicales comme celle-ci. Et puis, le même Bertrand Lavier vient de nous donner, il y a peu de temps, cet hommage à Johnny Hallyday, qui est installé devant l'Arena, Accor Arena à Paris, et où il y a les concerts, Johnny. Et c'est une sculpture qui a fait beaucoup de bruit dans la presse. Comme quoi, heureusement encore, l'art contemporain suscite des polémiques. Je dis heureusement encore parce que ça, c'est un autre sujet. L'art comme objet de scandale. Et là, on pourrait remonter un peu plus loin. Toujours dans l'objet, le travail de Tony Cragg, parce que c'est un très beau travail, et en même temps, il a une qualité parfois écologique, puisqu'il récupérait, à l'époque des années 80, toutes sortes d'objets, d'objets plastiques surtout. Donc c'était quand même... c'était un peu un engagement. Et il recomposait des scénettes avec ces objets plastiques sur le mur, ou bien alors, vous voyez ici, à la Biennale de Venise en 2005, il crée cette sorte de spirale avec des éléments mobiliers récupérés. Évidemment, on ne peut pas faire l'économie de Jeff Koons, qui est un artiste tout à fait intéressant, hein. On peut le discuter, enfin il n'y a pas de raison d'ailleurs de présenter cela comme ça. C'est un artiste qui est complètement dans son temps, pour le moins, et qui va multiplier notamment les figures, comme ici, avec ces ballons gonflés, alors sinon c'est les chiens, et puis transposés évidemment dans le dur, l'acier poli et tout cela. Et vous avez dû entendre parler du cadeau qu'il a fait à la France, qui a été polémique. J'y suis allé, c'est une photo que j'ai faite. J'y suis allé et je peux vous dire que je ne suis pas... voilà, ça m'intéresse, Jeff Koons, parce que c'est toute l'histoire du pop, c'est la remise en question de tout cela. Et en fait, bon, non, ça trouve sa place, finalement, comme une autre sculpture, comme celle de Lavier, trouve très bien sa place. Donc, un artiste, évidemment, qui fait partie de ces artistes polémiques parce qu'ils ont institué comme une espèce d'atelier machine avec beaucoup de collaborateurs. Oui, à la Renaissance, hein, faut pas croire qu'ils étaient tout seuls dans leur atelier. Raphaël, comme je le dis toujours, hein, un tiers des chambres de Raphaël au Vatican sont peintes par lui. Le reste, c'est les autres. Damien Hirst. Alors lui, Damien Hirst, il est peut-être dans une posture un peu plus volontiers de provocation, mais en même temps, il nous parle de la mort, en fait, en permanence de la mort. Même quand il fait ses armoires à pharmacie, et Dieu sait si justement t'es médicamenteux et proche aussi de cette question. Donc voilà, ici, c'est les fameux animaux qu'il saisit comme ça dans de la résine. Alors, il y a aussi, comment elle s'appelle, la petite Agnelle Dolly, je crois, celle qui, ou bien alors quand il tranche les animaux en deux. C'est moi, à chaque fois que je vois une œuvre de Damien Hirst, je ne l'ai pas mise là, mais où on voit, donc, il a coupé en deux
ne sait pas quel animal, par exemple un agneau, il le met dans la résine, il le bloque définitivement, donc il ne pourra même pas pourrir. Et finalement, je pense au cousin de Jean-Honoré Fragonard, qui s'appelle Évariste Fragonard, fin 18e. C'est lui qui crée les écorchés, pour que les étudiants apprennent tous les mystères du corps à l'intérieur. Et puis, alors là, on est assurément dans une posture qui le dispute à la question du marché de l'art. 8601 diamants sur ce crâne, cette vanité. Et oui, encore le thème de la vanité. Vous voyez, au XVIIIe ou au XVIIe, on traduisait la vanité avec une bougie et un crâne. Eh bien, lui, il trouve une autre formulation. Et elle est très pertinente dans l'époque qu'est la nôtre. Pour terminer, je voudrais juste mettre l'accent sur le fait de l'importance des protocoles dans la création artistique contemporaine. Et pour ce, j'ai choisi 3 artistes. 3 ou 4, je ne sais plus. Onkawara. Alors là, on est sur un mode conceptuel, comme on l'utilise souvent. Ça, c'est les I Got Up. En fait, c'est toute une série de travaux qu'il a développés dans cette période 69-77, où il envoyait systématiquement des cartes postales, mais qui étaient timbrées, tamponnées, un peu administratif. Vous voyez, derrière ça, il y a un peu une critique, bien sûr. Et puis le temps qui passe, le travail du temps. Et ça constitue un tout. Il y a les date painting, ce qui ne veut pas dire qu'il en peignait une par jour, il pouvait en peindre plusieurs. Il y a tout un protocole dans les date painting qu'on oublie complètement. C'est que, par exemple, chaque tableau, donc, est monochrome, recouvert et sur laquelle il peint la date du jour où il le peint. Donc il y a un rapport de temporalité intéressante déjà là. Mieux que ça, il crée une boîte en carton dans laquelle il va placer l'œuvre et dans laquelle se trouve une découpe d'articles de journaux achetés le jour même où il peint la toile dans la ville où il se trouve. Le titre de l'œuvre, c'est toujours la date qui est peinte, mais il y a un sous-titre, et ce sous-titre, il vient d'un entrefilet de l'article. Et en plus, c'est quelqu'un qui, sur des grands calendriers un peu postaux, mais d'ancien format, va surligner le nom avec des couleurs différentes, les toiles qu'il aura peintes ce jour-là, ou bien qu'il n'aura pas peintes, parce que ce n'est pas du tout un travail journalier. Et comme je dis, il peut en avoir peint 3 le même jour. On les voit souvent sur fond noir, mais il y en a qui sont sur fond coloré, la preuve. Dans un même type, vous parlez du travail de Klossky, qui est un artiste, lui aussi, qui s'invente des protocoles. Par exemple, ici, ce début de collection, vous voyez, on retrouve un peu, pour certains d'entre nous, des étagères façon étudiante comme on avait jadis. Eh bien, c'est toute une série de livres de poche qui sont les numéros 1 d'une collection. Collection philo, numéro 1, c'est le numéro 1. Collection médecine, c'est le numéro 1. Donc sur le dos, il y a le numéro 1, et il installe, il y en a 330, il installe les livres de telle manière que en haut à gauche, le 1 soit en haut, puis en plus, et le 1 va descendre, parce qu'il n'est jamais placé à la même hauteur. Début de collection. Finalement, c'est quasiment une bibliothèque, une mini-bibliothèque sur le savoir, parce que vous avez toutes les collections qu'on peut imaginer. Ici, par exemple, des cahiers, enfin des carnets qu'il remplit. Il remplit de 1, de 1, de 1, de 1, de 1, de 1, jusqu'à couvrir tout le carnet vierge. Ici, par exemple, c'est l'alphabet. Donc ça, c'est rapport à la société de consommation, c'est les enseignes. Et ça s'appelle alphabet, et donc ça démarre avec le A de Auchan, puis après il y a le B, le C. C'est toutes les enseignes qui utilisent l'heure initiale pour se vendre.
on trouvera le travail de Alighiero Boetti, artiste italien, proche de l'arte povera, mais enfin pas de l'arte povera vraiment, avec un travail très étonnant, délégué le plus souvent. Soit vous avez ce type de travail qui est, sur le côté, vous avez l'alphabet, et puis les points sont... Alors ça, c'est un travail qu'il fait faire en Afghanistan, qu'il faisait faire en Afghanistan. Donc si on arrive... Si on regarde, les points sont au regard des lettres. Et là, si je le lis, j'ai le N, le O, le N, puis le P, le A, le R, le T, le O. Donc, non parto, non resto. Et tout le reste, c'est du style bille. Hein. Ou bien les broderies, qui sont toujours magnifiques, comme ici, dans broderie faite toujours. Donc, il envoie le canevas, si je puis dire. Et vous pouvez le lire pour ceux qui connaissent l'italien, dal oggi al domani, à la verticale, d'aujourd'hui à demain. Ou bien encore, celle-ci, beaucoup plus nourrie, resta solo ciò che è e che non può non essere e essere diverso da ciò che è. C'est une définition qui m'a été dit sur la nécessité. Et ici, toujours du même, alternando da 1 a 100 et vice-versa. Il est mort en 1994, c'était l'exposition à Grenoble, au Centre d'art de Grenoble, des tapisseries. Et donc là, c'est fait par des étudiants. Donc il y a toujours une équivalence entre le noir et le blanc, c'est des dessins, et ensuite, entre 1 et... S'il y a 1, il y a 99 de blanc. S'il y a 2 noirs, il y a 98. Et inversement, bien sûr. Et donc, c'est des dessins qu'il envoyait et qu'il faisait composer librement par les gens. Et je terminerai avec Roman Opalka, parce que, d'une part, j'ai eu grande chance de très bien le connaître, de travailler avec lui, et que c'est quelqu'un que je place très haut, et qui me semble aussi, d'une certaine manière, rassembler beaucoup d'éléments. C'est un peintre, c'est un artiste minimal, c'est un artiste conceptuel, qui va mettre en jeu un travail complètement extrême, peindre l'ensemble des nombres entiers et naturels. Il va commencer avec... Alors, au début, les tableaux sont de format un peu différent, mais après, c'est fini, 190 par 135. Il énonce, il peint l'ensemble des nombres entiers naturels. Il commence sur un fond noir. Vous avez ici le premier tableau. Alors, l'œuvre, chaque fois, est présentée 65, slash 1, l'infini, et comme chaque tableau est un détail de 1 à l'infini, détail, et le premier, c'est de 1 à 35 327, comme on peut le voir à droite de l'écran. À gauche, c'est le premier. Il peint sur fond noir. Et puis à un moment, il décide de mettre dans le fond noir 1% de blanc supplémentaire à chaque nouveau tableau. C'est-à-dire qu'en quête, il quête vers quelque chose qui est l'immaculé. Ici, vous avez par exemple le passage au 4 millionième. Et comme vous l'avez vu peut-être, non, pas là, à un moment, il décide aussi, assez rapidement, qu'il a démarré ce travail, de se photographier à la fin de chaque séance, pas à la fin de chaque tableau, parce que il ne le fait pas d'un coup. Et ça nous donne, il y a des milliers de photos, et c'est le temps qui passe. Donc c'est une œuvre absolument fabuleuse, parce que j'ai oublié de dire aussi, mais là on le voyait bien, il enregistre sa voix en polonais d'origine, en polonais, au moment où il écrit, où il peint, il dit le nom en polonais. Donc c'est une œuvre qui est sonore, qui est photographique, qui est picturale. Elle présente une qualité extraordinaire. 200, je ne sais plus très bien, 35 tableaux, je crois, au total. Et je vais m'arrêter là parce que sinon on va tarder. Je voulais juste vous offrir une image exceptionnelle qui est, hélas, là où ça s'est arrêté. 2011, alors que je fais une expo avec lui, il meurt cette année-là. Il n'aura jamais vu l'expo qu'on a faite ensemble. C'est vous dire que c'est quelqu'un dont je suis très proche, dont j'étais très proche. Il est arrivé à 5 607 249. Et pour complètement terminer, on va retrouver Olivier Mosset, que je vais recevoir
dans le cadre d'une activité que je mène dans un cinéma à Paris, qui est un des cinémas parisiens cultes, Art et Essai, l'entrepôt dans le 14e, et je reçois Olivier Mosset, puisque Olivier Mosset va faire une exposition à la galerie Les Filles du Calvaire. C'était une manière de compléter avec l'acquisition que le FRAC Nouvelle-Aquitaine vient de faire. Ça, c'est une exposition que vous pouvez aller voir avant, ça passe le 3 février, et que je mets en place, images en mouvement, donc, qui traversent d'une manière très synthétique les expérimentations filmiques des artistes contemporains, de Fernand Léger à Jeanne Suspuglas. 5-6 artistes comme ça. Bon, voilà, je m'arrête là parce qu'il est l'heure, largement, je crois. Merci à vous. Merci beaucoup, Philippe. On est parti à 13, on arrive à 43. Oui, je vais m'empresser quand même de corriger. Emporté par un élan de chauvinisme régional et par la fin de journée, Bessines, c'est pas du tout le Bessines sur Gartempe qui est dans d'autres départements. Fabrice Hibert, c'est l'homme de Bessines en Poitou-Charentes dans les Deux-Sèvres. Merci. Voilà. Puisque Fabrice Hibert est très attaché à la région Poitou-Charentes. Ah bah bien sûr, bien sûr. Mais désolé, j'avais un petit trou de mémoire là tout d'un coup. C'est Bessines tout court. Et merci d'avoir terminé par Roman Opalka et par cette série de portraits, puisqu'on a également dans la collection de l'Artothèque l'édition qu'il a réalisée chez Bernard Chevaux, que nous n'avons jamais montrée, nous n'avons jamais divulguée, puisqu'on s'est toujours dit que cette œuvre-là, qui, dans sa monstration, donc dans cette succession d'images extrêmement fortes, enfin c'est une œuvre très très forte, complexe comme tu l'as dit, mais cette pièce-là est particulièrement forte. On la montrera pour la première fois, alors qu'elle a été achetée il y a plus de 15 ans, je pense. On la montrera pour la première fois dans le lieu. On attendait d'avoir un lieu qui puisse accueillir cette pièce. Et Olivier Mosset, c'est effectivement une acquisition récente, toujours dans la collection de l'Artothèque. Il faut savoir que l'œuvre que tu as montrée est une œuvre qui est empruntable par tout un chacun, avec une encre réalisée avec une encre très sophistiquée. Là, les œuvres qu'on voit derrière lui, puisque c'est une œuvre qui est une encre qui réagit à la température et à l'hygrométrie, et qui est effectivement une acquisition récente. Mais nous avions des Olivier Mosset dans la collection depuis une vingtaine d'années. On a collectionné, on a la grande chance d'avoir collectionné Olivier Mosset à partir du moment où il a commencé à travailler l'estampe. Et donc, on a quasiment toute sa collection d'estampes. Ce qu'on ne pourrait plus du tout s'offrir aujourd'hui. Avant de vous laisser la parole, je me faisais la réflexion jusqu'au, je dirais, aux trois quarts de ton intervention. Il y avait 4 artistes qui n'étaient pas en collection FRAC ou Artothèque. Ça s'est un peu accéléré sur la fin. Il nous en manque quelques-uns. Mais parmi les grandes figures que tu as citées, il y a Jeff Wall qui n'est pas en collection, Bill Viola, parce que c'est quand même un artiste très compliqué à collectionner. Ouais. Mais Jeff Koons, évidemment. Mais les grandes figures, y compris Christian Boltanski, toute la figuration libre est dans la collection de l'Artothèque. Hervé Di Rosa est venu travailler à Limoges et à Saint-Thirier, et on a produit avec lui des œuvres qui sont en collection. Vous pourrez retrouver dans nos collections 90% des artistes qui ont été cités ce soir, y compris, si on démarre, à Richard Hamilton, qui est dans la collection FRAC. Donc ça veut dire quand même que nos collections, si on considère ton intervention comme étant un panorama de l'histoire de l'art contemporaine, oui. Nos collections reflètent ce panorama de façon assez exemplaire, parce qu'elles sont plurielles, elles sont 2, et que entre la collection FRAC, qui a une partie historique très forte, avec aussi le mouvement support-surface que tu as cité, et des figures singulières, la collection de l'Artothèque, qui a également plus de 4000 pièces, est une collection généraliste et qui reprend à partir, je dirais, des nouveaux réalistes, et avec une part belle à la figuration narrative, avec la figure d'Henri Cueco notamment, qui reprend les grands mouvements que tu as cités, et les artistes également. On vous donne rendez-vous donc le 31 janvier à l'espace Simone Veil pour la conférence de Marion Cazot sur l'artiste Michel Journiac, qui est également un artiste des collections du FRAC Artothèque. Merci en tout cas.